L'autonomisation de la femme, on n'en parlera jamais assez dans cette émission. C'est d'ailleurs même l'objectif de Femmes, une émission qui vous permet à vous femmes d'avoir des astuces pour vous épanouir à travers le travail, à travers justement aussi les expériences des unes et des autres sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois pour vous Larissa Tengoloko. Elle est présidente de l'ONG Femmes Autonomes. L'intitulé déjà nous dit tout. Bonjour madame. Bonjour madame Fiza. Alors pourquoi vous avez choisi Femmes Autonomes? Femmes autonomes, c'est parce que on a une lutte là qui est très importante par rapport à ce que nous traversons dans notre pays avec la jeune fille congolaise, la femme congolaise. Donc promouvoir est-ce qu'elle soit autonome financièrement, qu'elle soit autonome, épanouie, qu'elle soit comment dirais-je encore, qu'elle soit indépendante d'elle-même, qu'elle n'attende pas la main droite de l'autre côté, mais avec elle-même. L'autre côté, c'est qui? C'est l'homme? C'est l'homme, oui, c'est l'homme. Okay. Oui, c'est l'homme. Larissa, vous-même, vous êtes femme autonome? Oui, je suis femme autonome. Mais vous dépendez quand même de l'autre côté? Non, je ne dépends pas totalement de l'autre côté. Ça peut être moralement, ça peut être émotionnellement, ça peut être un petit peu aussi financièrement. Mais dans tous les cas, je suis autonome. Vous êtes autonome. Oui. Cette indépendance de la femme relève de beaucoup de facteurs. Surtout ici, en République démocratique du Congo, il n'y a pas un système qui garantit en amont des politiques pour pouvoir booster la femme dans ce qu'elle fait pour justement devenir autonome. Qu'est-ce que vous, dans Femmes Autonomes, vous apportez de plus dans ce qui existe déjà? Et la femme autonome, elle est plus avec les filles ou soit les femmes défavorisées. C'est une catégorie où les femmes sont rejetées, leurs droits ne sont pas connus, ne sont pas respectés, vous voyez, ne sont pas protégés. C'est dans ce sens-là, nous, les femmes autonomes, nous appuyons plus vers celles-là qui sont pas considérées. Vous voyez un peu? Okay. Et vous venez avec des dons? Ben, quand nous, on a commencé, c'était plus parce que moi-même, je suis fille de militaire. Okay. Paix à l'âme de mon père, il n'est plus. C'est là où j'ai commencé. Moi aussi, je suis fille d'un militaire, il est vivant. Ah, d'accord, toi, tu as la chance. Okay. Et ça a commencé comme ça, c'est comme si j'étais une évangéliste au camp. Bref, je partais de porte en porte. Au camp militaire, c'était au camp Bumba, où je partais de porte en porte pour sensibiliser. À l'époque, j'avais 25 ans, où j'étais là en train de sensibiliser les jeunes filles par rapport à la triste réalité qui atteint souvent les enfants militaires, qui n'ont pas beaucoup de chance dans le mariage, qui n'ont pas beaucoup de chance dans la société, le respect surtout de la fille militaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que si vous voyez avec les filles militaires du camp Kokolo, du camp Tchatch, du camp Mobutu, je ne sais pas moi, camp Lufungula, quand ces filles-là sortent déjà dans la rue et dans leur identité, du coup, c'est un peu dégoûtant par rapport à quoi? C'est dégoûtant parce qu'elles ont donné cette image-là à la société. C'est pas elles qui ont donné, c'est plutôt elles sont victimes. De quoi? Elles sont victimes de la triste réalité que leurs parents traversent par rapport à quoi? À la société, en fait, le social. Les parents sont défaillants par rapport à leurs responsabilités. Avec quel salaire, s'il vous plaît? Okay. Vous voyez un peu de triste réalité. Il y a certaines filles qui sont là, leurs parents sont à l'Est, je peux donner un exemple, qui est parti pour défendre le drapeau. Après, il meurt, il n'a même pas de nouvelles des parents. Les pauvres enfants qui restent ici avec la pauvre veuve. Et après, ça serait quoi? Au marché, il y a des prix vraiment élevés. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Et la scolarisation devient un problème. Ça devient un problème. Le manger devient un problème. Vous voyez, avec quel salaire déjà, lui, le capitaine, soit le sergent, il gagne déjà combien en francs congolais? Et les sacs de riz, c'est combien? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait, par exemple, on est entre nous, femmes, on parle de ces réalités, on va citer les chats par son nom. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra aller se prostituer dans la rue parce qu'on a grandi dans un camp militaire. Non, j'encourage pas.
j'encourage pas ceux qui font cela, mais je suis dans le sens où c'est une jeune fille, par exemple, qui est encore mineure, qui est au camp. Son père n'est plus, et c'est sa maman qui reste là, qu'on ne se cache pas la face. Les militaires, quand ils mettent peu, c'est 7 ou 8 enfants, déjà, il est à l'extérieur. Il n'y a pas de planification familiale. Il n'y a pas de planification familiale. Oui. Et là, il reste avec 7 enfants. La fille est née à quel âge? 17 ans. Et elle a 6 petits frères ou sœurs derrière elle. Comment elle fait? Elle court à la rue. Elle court à la rue parce que déjà, le salaire de son père est insuffisant. J'encourage pas. Mais c'est une triste réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous autres, nous plaidons auprès du gouvernement d'avoir conscience de la lutte que nos parents font jusque-là, et de prendre conscience, charge de la peine, la pitié, tu vois un peu. Nous sommes dans nos droits. C'est même pas la pitié, c'est le droit que nous réclamons auprès du gouvernement. Vous réclamez quoi? L'amélioration des salaires, des conditions, des conditions de vie. Vous voyez, et quand vous partez, vous faites des tours au camp Tchatch, c'est passable. Quand vous partez au camp Kokolo, c'est pire. Quand vous partez de l'autre côté, camp Lufungu, là, n'en parlons pas. Pourquoi? Parce qu'avec les pluies, déjà, ils dorment par terre, je peux dire. Même le sol. Même le sol. Vous voyez, il y a des maisons construites en tôle, il y a deux autres en bâche, au XXIe siècle. Déjà, ça fait quelque chose. On est disqualifié. La promiscuité est très, très, très remarquable dans les milieux. Oui. Et moi, c'est un peu le contraire parce que moi, j'ai évolué dans le camp Bumba, c'est le camp des officiers où peut-être les conditions sont beaucoup mieux. Et c'est là où je partais de porte en porte parce que je venais quelque part. C'est quand papa a pris ses fonctions de major qu'il a trouvé une maison de l'autre côté. Et nous avons quitté Limete pour aller au camp. Et c'était deux villes différentes. Vous voyez? Et quand je suis arrivée, j'étais choquée de voir certaines filles déjà à 20 ans qui prenaient le charge de ses parents, tu vois un peu. Et là, j'étais en train d'encourager. C'est bien, mais à la longue, ça serait quoi? Parce que tu seras fatiguée après. Tu dois trouver quelque chose qui te rendra autonome. Tu peux avoir ton makala. Tu vends aujourd'hui des petits sacs. Demain, tu auras un dépôt si tu as une vision. Dieu t'a donné les mains. Peut-être tu as des dents, des tresses. Tu peux tresser à 500 francs, mais si tu mets du sérieux, que tu as des objectifs, demain, tu peux créer un salon de coiffure. J'étais en train d'encourager dans ce sens-là, de ne pas baisser les mains. Les gens peuvent te critiquer aujourd'hui, mais ce sont ces mêmes gens qui vont t'acclamer demain si tu es objectif, si tu mets du sérieux dans ce que tu fais. C'était comme ça de porte en porte. Et après 5 ans, je me suis rendu compte que je me suis donné cette image. Je suis allée dans les cœurs des filles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me suis dit, non, je ne peux plus rester dans l'informel. Je dois travailler maintenant, être officiel. Et vous avez récolté des résultats palpables par rapport à cette campagne qui s'est faisait en coulisses, on peut dire? Oui, c'est palpable parce qu'aujourd'hui, quand je passe dans les rues, soit dans des camps, on me salue, on me voit, on me dit « Ah, grâce à toi, j'ai pu faire ça, grâce à ta motivation. » Aujourd'hui, j'ai un bureau directeur dans l'ONG. Ce n'est pas des gens que j'ai recrutés dehors. Ce sont des filles que j'ai milité avec. Ce sont des filles, des témoignages des filles qui étaient là. Des filles qui ont eu des enfants aussi. Des filles qui ont eu des enfants peut-être à 19 ans, à 15 ans, à 16 ans, qu'on a encouragé, qu'on a aidé même financièrement. Je n'ai pas frappé la porte. C'est avec mes propres moyens, mon $10, mon $5 que j'ai apporté. Non, prends ça, achète-toi un syllabus. Soit j'étais sollicitée dans des cérémonies de protocole où j'ai sélectionné les enfants ou soit les filles militaires au camp d'aller faire des services de protocole. Et à la fin, ils ont fait leurs $25, leurs $20 qui permettraient d'acheter son lait de beauté, ceux qui étaient à l'université de payer de transport peut-être pendant une semaine, soit de s'acheter un syllabus. Donc pour moi, c'est ce qui compte plus au lieu de faire de pub pour rien. Après, vous voyez, déjà, pour moi, c'était bon. On dit aussi que ces femmes autonomes, ce sont des femmes rebelles. Bon, à la première, quand vous entendez ça dans vos oreilles, déjà, quand on dit autonome, tout de suite, les gens s'exclament. Non, toi, tu
tu veux inciter les femmes à être rebelles, Oui, tu à veux la révolte. à la Des femmes révolte et rebelles, tout. des femmes non soumises pour celles qui sont dans le mariage et tout. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt à l'autonomisation de la femme. Ce que nous voulons, c'est quoi? Il y a deux catégories de femmes. Il y a de ces femmes-là qui sont averties, instruites, qui sont passées à l'école, qui sont brillantes et tout. Ces femmes-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire. Ces femmes-là, c'est juste leur encourager, trouver des petits moyens et tout. Mais avec celles-là qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, avoir l'instruction et tout, là, c'est un grand travail parce qu'il faut d'abord éveiller leur conscience, il faut leur rappeler, leur montrer leurs droits, parce qu'il y a certaines filles jusqu'aujourd'hui ne connaissent pas leurs droits. Il faut leur rappeler que tu es une C'est femme. la première étape d'ailleurs, la Oui, sensibilisation, la sensibilisation par rapport aux droits des femmes. Voilà. C'est très important. Oui, il faut leur parler, leur dire que tu es une femme, tu as droit à cela, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Et demain, tu peux parler devant qui que ce soit. Parce que tu n'auras pas de frousse, parce que tu as été averti, tu as été enseigné, tu as été éduqué. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où nous, on veut emmener la femme et puis à être épanouie, à être autonome dans le sens de la monnaie, tu vois. Elle peut s'acheter son vêtement sans passer par des pratiques, je ne sais pas, dénigrants, ou soit qu'on peut rejeter la femme tout de suite. Mais elle se dit, si je m'engage à ces messieurs, c'est par amour. Il peut être âgé ou pas, c'est un choix. Mais que ce choix-là ne soit pas parce que j'en manque, parce que je n'ai pas de lait de beauté, parce que je ne peux pas m'acheter un cabello. Mais c'est devenu fréquent aujourd'hui. Hein. Mais... On voit, comment on appelle, les mots m'échappent, Nzambe. Zonzing. Les Shida, oui. Djenda. Une femme qui entretient 4-5 hommes parce que l'un va payer le transport, l'autre va payer la nourriture, les shawarma, l'autre va payer les unités dans le téléphone, l'autre va payer la nourriture à la maison. C'est quand même compliqué ce jonglage-là parce qu'on fait face à la pauvreté. Quand on parle de Papi Coco, les Djenda, Sugar Daddy et tout, ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs où nous, femmes autonomes, nous crions haut que cela ne continue pas. On veut avoir une sensibilisation dans ce sens-là où on ne veut pas ce genre d'adage, on ne veut pas ce genre de langage. Pourquoi? Parce que ça détruit la masse. Vous voyez? Oui. Et surtout quand on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. Quelle est cette femme qu'on est en train d'éduquer aujourd'hui pour demain? Oui, par exemple, vous trouverez une fille, moi je dis, je ne sais pas si c'est un choix ou pas, ça dépend aussi une à l'autre, parce que vous imaginez une fille, moi je parle plus de filles qui ont pas l'âge de majeur, qui sont mineures. Oui. Dans de genres de pratiques, ce sont des enfants où il faut encadrer, où il faut éveiller leur conscience, où il faut vraiment travailler dans ce sens de sensibiliser. Parce que demain, aujourd'hui tu as 17 ans, dans 10 ans tu en auras combien? Tu n'auras plus cette force-là de te promener sans soutien, par exemple. Tu n'auras plus cet âge-là de prendre des photos, des selfies nus et tout. Pourquoi? Parce que tu seras la femme de quelqu'un, l'épouse de monsieur, tu seras la mère des enfants et tout. Donc ça ne serait plus pour toi des valeurs. Donc pour vous, les antivaleurs, c'est un constat que moi aussi je fais. Les antivaleurs s'installent maintenant bien dans cette catégorie de la jeune fille qui est encore mineure. On l'a vu, par exemple, pendant la publication des examens d'État, comment les jeunes filles se sont comportées. Et quand une femme se comporte mal, la société réprimande un peu plus la femme que l'homme. Oui, parce que je me dis, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choquée, j'étais scandalisée. Je me dis, si c'était ma fille, c'est déjà ma fille parce que c'est la fille de la voisine. Nous sommes de Bantous, nous sommes des Africains, nous avons nos valeurs déjà. L'enfant, quand on parle de l'enfant, c'est quand il est dans le sein de la maman, c'est ton propre enfant. Mais quand il sort dehors, ce n'est plus ton enfant, c'est un adage où les Africains utilisent très souvent. D'où cet enfant-là est la nôtre. Cette fille-là ou ce garçon-là est notre enfant, c'est notre honneur, c'est notre dignité, vous voyez. Et là,
Ça a choqué tout le monde, ça fait mal à tout le monde et on ne veut pas que ce genre de pratique continue. Comment le faire? Il faut les sensibiliser, il faut parler. Il y avait, quand nous on était à l'école, il y avait un cours, là on parlait de l'éducation à la vie. Ça n'existe plus. Ça existe toujours, mais on dit quoi dedans? Non, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Ah bon? Je te jure, dans d'autres écoles, dans d'autres écoles, l'éducation à la vie n'existe plus. C'est devenu un tabou, c'est devenu... pourquoi? Je ne sais pas, parce que nos enfants sont plus intelligents que nous aujourd'hui avec l'Internet. Oui, avec le téléphone. Les enfants voient n'importe quoi. Ils ont accès à tout. Ils ont accès à tout à l'Internet, vous voyez. Et qu'est-ce que nous déplorons? Nous déplorons qu'il y ait au niveau des églises, au niveau des écoles, nous, à la famille, on doit veiller sur nos enfants. On doit veiller sur nos filles. Pourquoi? Parce que la femme ou la jeune fille, c'est la maman de demain, c'est la valeur, vous voyez, elle incarne toutes les valeurs. Et si elle est exposée, je donne un exemple, vous prenez les fous quand ils se promènent en cours de route et que son pantalon tombe, peut-être on peut faire semblant, mais quand il s'agit d'une femme, c'est tout le monde qui crie, Bokangeli Puta et tout. Pourquoi? Parce que c'est la maman. Et donc, parfois, il y a même des hommes qui viennent chercher cette folle-là la nuit, hein. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que sans la femme, il n'y a pas de vie. Donc plus il y a des bêtises qui se répètent dans notre pays, dans notre environnement, plus nos valeurs diminuent. Plus on diminue la femme, plus on n'a pas de force. Et pour ça, il faudrait que chaque parent joue son rôle, ait de la valeur pour pouvoir avoir un mot à dire. Et pour avoir cette valeur, il faudrait travailler. Oui, il faudrait travailler. Il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de l'État aussi. L'État aussi doit veiller sur certaines choses parce que à la maison, oui, mais la continuité, c'est l'État. L'État aussi doit nous aider, nous les parents, à avoir des modèles demain de la jeune femme. On n'a pas de repères. On n'a pas de repères. Tout ça, c'est vraiment choquant ou ça trouble. Ça trouble. Mais Larissa, il y a quelque chose sur lequel vous militez aussi. Moi, je suis choquée, je dois le dire, par rapport à votre manière de voir les choses, toujours dans le cadre de protéger la femme, de protéger ses intérêts, de protéger sa sensibilité. Vous encouragez la polygamie. Je suis chrétienne, je dois partir par là. Je suis chrétienne. Et encourager la polygamie, je dois m'expliquer pour que les gens me comprennent. Aujourd'hui, on a une société où on néglige la soi-disant maîtresse. Mais pourquoi elle va avoir l'attention, hein? Elle est déjà maîtresse. Non, il faut pas aller dans ce sens-là. Moi, je parle dans le sens où je suis humaine. Je suis moutou. La valeur de l'humain, moutou, le moutou là. Donc cette femme qui est dehors, c'est pas un objet. Cette femme qui est dehors, elle a les émotions, elle a des sentiments, c'est son choix. Quand il s'agit de choix de quelqu'un, il faut la respecter, mais en la protégeant. C'est-à-dire, le monsieur qui est marié. Moi, j'ai toujours, il y a même hier, dans mon statut, j'ai écrit quelque chose. Pourquoi l'homme blanc est arrivé à convaincre l'homme noir que la polygamie était un péché et que l'homosexualité était un droit humain? Est-ce que c'est l'homme blanc ou c'est la Bible? Tu es chrétienne. Je suis chrétienne. Moi, je n'ai jamais vu, là où on a parlé de ne pas épouser 2 ou 3 ou une seule, il n'y a qu'un verset où tout le monde a les yeux sur ça par rapport à l'orthographe où on écrit la femme. À une seule femme. On a dit à une seule femme. Oui. Ça, c'est ce que moi aussi j'ai lu. Oui. Mais quand je parcours... Ça veut tout dire. Mais quand je parcours la Bible, dans l'Ancien Testament, je n'ai pas vu jusque-là où ils n'avaient qu'une seule femme. Bien qu'on pourrait proposer, il y a une servante, une épouse comme Sarah qui avait proposé à Abraham, sa servante. Il était un homme, il pouvait refuser. Vous voyez, mais pourquoi il a accepté? Donc, partout, vous verrez, vous trouverez qu'il y avait 2, 3, mais ils étaient le cœur de Dieu, ils étaient l'ami de Dieu.
Vous voyez un peu? Mais malgré ça, Dieu continuait toujours à leur utiliser. Malgré ça, Dieu ne les a pas rejetés. C'est là où moi je tire une grande vue là-dessus. Mais on va parler en tant que femme. Oui. Parlons en tant que femme. Ok. Vous parlez en tant qu'humaine de manière générale, mais je veux qu'on parle en tant que femme. Ok. Quand un homme a une maîtresse, la première personne qui souffre dans son foyer, c'est qui? C'est la femme d'abord. Mais pourquoi vous ne défendez pas les causes de cette femme qui souffre pour que les hommes arrêtent d'aller avoir des maîtresses, qui s'occupent bien de leurs femmes, parce qu'on connaît les conséquences. Parfois, les hommes ne savent pas gérer 2, 3, 4 personnes en fonction de ce qu'il a comme moyen. Il y a toujours une personne qui sera victime et généralement, cette personne, c'est la femme au foyer. Pourquoi vous ne défendez pas d'abord la cause de cette femme au foyer? Vous voulez protéger les maîtresses. Je ne protège pas la maîtresse. La femme au foyer, soi-disant, elle est déjà protégée par l'État parce qu'elle a une bague, parce qu'elle a signé au niveau des papiers et tout. Elle qui est reconnue, c'est voilà, parce que vous m'avez dit de ne pas protéger celle qui est à l'intérieur, la femme mariée. Comment je vais la protéger? Déjà, l'État la protège. On ne parle même pas des documents, on parle de la sensibilité de cœur. Oui. Parce qu'on a vu des femmes qui ont perdu quelque chose de leur santé, qui sont même enterrées, juste parce que l'homme avait une maîtresse et il l'a négligée. Mais pourquoi? Moi, je me pose la question, pourquoi? Parce que si je me mets dans la peau d'une épouse, quand je dis une épouse, je suis mariée à mon monsieur, je suis à la maison, mère de plusieurs enfants, je suis dans mon foyer, et qu'aujourd'hui, j'entende que mon monsieur ou mon mari, aujourd'hui, entretient notre relation et tout. Ça fait mal. Mais après, ça serait quoi? Tu sais ce que les mamans nous disent souvent? Etaliote, ezavinaye, yotalabana na yo, na valeur oiseau pesayo. Tu vois un peu ce que nos mamans nous disent? Okoboma libalate, pourquoi? Parce que etaliote. Du coup, ça coupe une relation. Moi, je ne veux pas ce genre de conception. Je n'arrive plus à supporter cela. Pourquoi? Parce que je mets ma vie en danger. Qu'est-ce que tu préconises? Tu veux quoi? Ce que moi, je milite en fait, c'est quoi? C'est prendre la maîtresse comme un objet. C'est là où ça ne colle pas. À quel moment elle est considérée comme un objet? Mais parce que l'ikangounaye, quand vous faites mais Aza l'ikangounaye, maman, tu veux qu'on lui donne quelle place? Non, attends. Il y a certaines femmes, moi j'ai des femmes que je côtoie, que je parle avec elles, il y a des fois je suis choquée aussi à certaines réactions. Mais quoi faire? Il faut leur porter à cœur. Il y a certaines femmes vous avez été victime une fois dans la vie en étant l'ICA où on vous a mal considéré? Non, pas dans ce sens-là. Mais je me mets à la place des autres. C'est ça mon problème. Je me mets à la place des autres de sentir cette douleur-là. C'est un choix. La vie, c'est un choix. Il y a une de ces femmes qui me dit, mais non, Larissa, tu vois, moi, je veux pas être première femme de ce monsieur. Pourquoi? Parce que il a des grandes responsabilités. Moi, je veux être la deuxième. Parce qu'elle avait le choix d'être première ou deuxième. Ça... Oui, elle avait le choix. Elle avait le choix. Dans certains, je ne parle pas seulement du Congo, de l'Afrique en général. Il y a certaines femmes où elles se disent, moi, je ne peux pas être la première dame. Moi, je refuse d'être la première femme. Elle veut être la seconde femme. C'est seulement au Congo, je ne sais pas, par rapport à nos religions, peut-être par rapport à nos religions, je peux dire, parce que si vous partez là où il y a beaucoup de musulmans, où il y a dans les pays musulmans, mais il y a des conditions qui accompagnent cette polygamie. C'est ce que moi je veux, parce que il y a les sous-mamans là, il y a les deuxièmes bureaux, les deuxièmes bandes. Chaque soir, vous ne le verrez pas à la maison. Vous ne verrez pas ce monsieur-là à la maison à 16h. Vous ne verrez pas ce monsieur-là à 15h. Le bureau se ferme à quelle heure? Quand il s'agit du Congo, c'est à 16h, 16h30. Si on prend les embouteillages et tout, je donne l'exemple de ceux qui habitent tout près de la ville, peut-être 10 minutes de la maison, mais il ne reste jamais à la maison à partir de 16h. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Il est avec une copine. Une copine, pourquoi? Une copine, pourquoi? Parce que il est né dans une maison où il a trouvé ce système. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Africains. Nos grands-pères, mon père, donc, le père de l'autre et tout. On est né dedans.
enlève ce cœur de femme en tant qu'humaine, de jalousie, de possessive, parce que l'amour, en fait, c'est l'amour qui couvre tout ça pour qu'elle puisse ménager avec les deuxièmes femmes ou les maîtresses. L'amour, oui. La En fait, jalousie, votre responsabilité, votre plaidoyer ou votre combat, c'est à quel niveau? C'est envers les femmes ou envers les hommes? c'est envers les femmes. Qu'on fasse quoi? Mais qu'on valorise la femme. La femme qui est dehors, moi je prends un exemple. Vous prenez les enfants, on dit dans le code de la famille, les enfants mis hors mariage et ceux qui sont dans le mariage en légalité, Oui. dans les biens. Oui. Mais pourquoi vous ne protégez pas celle qui a porté ses enfants? Parce que la loi ne l'autorise pas. Et nous proposons des lois. À l'Assemblée nationale, où il y a des femmes aussi comme nous, on doit protéger aussi ces femmes-là qui sont aujourd'hui victimes, qui pleurent aussi. Parce qu'elles étaient trahies. Non, mais déjà les conditions. Comment vous protégez les conditions des enfants? vies sont difficiles. Comment vous protégez les enfants après la mort du monsieur? Puisque vous avez 5 parcelles, la deuxième prend peut-être 3, la deuxième prend 2, parce qu'elles ont des enfants. Mais celle qui a porté ses enfants pendant tant d'années, qu'est-ce que vous la garantissez? Ou soit qu'est-ce que C'est vous la la remettez? conséquence d'être maîtresse. Non, ce n'est pas la conséquence d'être maîtresse. C'est l'État, moi je dirais, selon mes analyses, l'État a indirectement, il a accepté la polygamie. Indirectement. Parce qu'il accepte déjà les enfants. Ça, c'est une sous-couverture. Ça, c'est selon moi, excusez-moi, de choquer ou de mal interpréter cela. Mais je me dis, s'ils acceptent les enfants, indirectement, ils ont accepté les maîtresses. Les conditions de vie sont déjà assez compliquées ici Mais en pourquoi République ils allaient démocratique chercher? du Congo. Si aujourd'hui on encourage la polygamie, on encourage le fait que les hommes aient des maîtresses, imaginez un peu le nombre d'enfants qu'on aura. Imaginez déjà nourrir une femme, 2, 3 enfants dans un foyer, c'est compliqué. Les hommes, quand ils auront 2, 3, 4 maîtresses avec 6, 7, 9 enfants, commençons d'abord par améliorer nos conditions de vie. C'était pas ça, ça serait peut-être ça l'objectif. Commençons d'abord par avoir des moyens. Oui, quand vous dites là, vous avez totalement raison par rapport à cela. Mais moi, je suis là où les hommes en question là, les maris en question là, ils ne vont pas cesser à courir derrière. Ils ne vont pas cesser à courir derrière. Qu'est-ce que les femmes font toute la journée à l'église? C'est pas pour prier. Attention, c'est pas pour prier que leur mari change par rapport à la volonté de Dieu. Elles plaident leur vie, c'est qu'elles vivent. Et moi je dis ces prières, ces genres de prières, Dieu ne l'écoute pas. Excusez-moi. Allez Kofunda, au lieu de prendre tout ton temps, allez Kofunda la maîtresse, allez pleurer. Pleure plutôt, Seigneur, que mon époux, au dernier jour, que son âme soit sauvée. Mais pour que son âme soit sauvée, il faut qu'il marche selon la parole de Dieu. Mais ne pars pas dans des prières où, Seigneur Jésus, mon mari, je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Là, il n'y a pas la volonté de Dieu. Là, ce sont tes émotions. Là, ce sont tes sentiments. Là, ce sont tes jalousies. Mais quand tu pars dans le contexte où tu ne vois plus ton homme, tu vois l'être qui est plus que l'homme, que son âme doit être sauvée. Vous avez un cœur? Oui, j'ai un cœur. En chair? En chair. Qu'est-ce qui vous ferait le plus mal dans votre vie? Dans ma vie, quelque chose qui me fera très mal, c'est de voir, moi, un autre maltraité. Une autre moi. L'infidélité ne vous blesse pas? Ça blesse. Ça blesse. Mais l'infidélité, c'est entre 2 personnes. Il y a une femme et un homme. Je ne disconviens pas. Mais moi, tu m'as posé la question de voir ce qui peut me faire mal, c'est de voir l'autre. Moi, j'ai changé ma façon de voir les choses par rapport... Et en cas d'infidélité, quand vous êtes blessé, vous incriminez qui? J'incrimine moi-même. Je commence... Pourquoi nous, les femmes, on taquine toujours les hommes? Il faut aussi aller vers les hommes, poser les questions. Pourquoi il est sorti dehors? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit dehors? C'est pas seulement jeter l'éponge aux hommes. Nous-mêmes aussi, en tant que femmes, nous devons nous poser aussi des questions. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur-là sort dehors?
C'est aussi la grande question. Larissa, vous êtes minoritaire dans ce combat, je pense. Non, je ne suis pas Vous minoritaire. avez rencontré des femmes qui Je partagent le te même dis, point de vue que il y vous. a une d'ailleurs au Sénégal en ce moment qui milite, elle est sur Quoi de Internet. plus normal, elle est dans un environnement où la polygamie est encouragée. Eux ou moi j'applaudis, je salue d'ailleurs, parce que eux, non seulement de la religion, mais ils ne cachent pas. Oui, ils Chez cachent nous pas, il y a ici, des malgré que conditions. nous connaissons le bon Dieu, nous sommes des chrétiens et tout, mais après, on court derrière. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu ne voit pas ça. Vaut mieux jurer d'être fidèle et être fidèle. Jusqu'au bout. Mais quand tu dis devant le gens et devant Dieu que tu seras fidèle, et après on te voit en cachette avec 2 ou 3 pasteurs, évangélistes, je sais pas moi, prêtres ou quoi, après on te voit avec une autre femme, là je suis désolée. Là, je suis désolée. Vaut mieux, n'est pas caché. Trouve ta femme. Moi, je salue les Louba en ce moment. Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, je ne suis même pas Louba. Je suis congolaise où je respecte là où il y a la coutume. Vous verrez, chez les Louba, c'est permis. Par exemple, un pasteur a plusieurs femmes. Je ne sais pas moi, un monsieur qui a beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être hypocrite devant les gens et plutôt devant Dieu. Ils s'en foutent que les gens disent Osa, oui, Bible, et tout ça, mais il veut être. Larissa, c'est aussi le regard de la société. Une femme, dans notre société où l'homme va dehors, quand on te regarde, les gens disent Mobile Nabimaka. Le regard de la société aussi n'aide pas la femme. Et quand on te regarde, on te juge déjà sur base de ça, tu es diminué d'une manière ou d'une autre. Et en retour, tu as ta manière de réagir. Cette manière de réagir, c'est peut-être le fait d'incriminer cette maîtresse. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu par rapport à cette lutte avec lesquels il faudrait ménager un peu. Je dirais, moi j'ai un cœur par rapport à la souffrance de l'autre. C'est pas seulement la maîtresse. À l'autre peut être aussi. Il y a certaines femmes où le monsieur qui a épousé, qui est plus avec la maîtresse que sa femme. Oui, ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. Mais c'est pourquoi on n'est pas trop d'accord avec ça. Nous, on veut quoi? On veut quoi? Si le monsieur, non, par exemple... dis, moi, je veux quoi? Enfin, non, je ne suis pas la seule. Pourquoi tu dis pas je veux? Il y a des gens qui sont derrière moi, je ne suis pas la seule. Il y a ces femmes-là qui veulent que leurs droits soient reconnus. Elles ont 2 enfants. Les enfants sont reconnus. Mais pourquoi la maman n'est pas reconnue? C'est elle qui a porté ses enfants. Il faut aussi avoir le cœur de ces... Quand tu me parles de... Il faut avoir le cœur. Mais il faut aussi compatir aussi avec celle-là. Il faut aussi avoir le cœur. C'est tes sœurs aussi. On revient à Femmes autonomes. Ça, c'est un sujet qui ne finira jamais. Les points de vue seront assez départagés sur cette question. Les femmes, les premières dames, les femmes officielles ne seront peut-être pas toujours d'accord avec vous. Les maîtresses, peut-être oui, mais bon, nous sommes en Afrique. Il faut faire avec. Pourquoi faire avec? Il faut faire avec. Pourquoi? Parce que les lois existent déjà qui protègent la première femme et peut-être la deuxième femme n'est pas protégée. Il faut faire avec. Et c'est là nous déplorons. C'est là où nous demandons qu'il y ait de lois pour protéger la femme. Nous, on n'a pas le cœur de maîtresse, on n'a pas de cœur de, je ne sais pas moi, de likangu, mais on est là de la femme. C'est une femme. C'est une femme. Nous parlons ici de l'émission de la femme. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Une femme qui allait s'immiscer dans un autre mariage. C'est pas elle est allée déranger, non. Le monsieur qui est allé envers elle. Elle pouvait dire non. Pourquoi dire non? Pourquoi dire non? C'est son choix. C'est un choix. La vie, c'est un choix. Elle veut être deuxième. C'est un choix. On verra jusqu'où vous allez arriver avec cette lutte. Je vais recevoir certainement une autre femme dans cette émission pour vous contredire et amener des arguments assez solides pour maintenir cette loi, on ne sait pas. Et on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais j'aimerais quand même revenir à femmes autonomes. Femmes autonomes, femmes indépendantes, femmes épanouies. Qu'est-ce que vous entrevoyez dans les jours à venir pour justement renforcer vos actions sur le terrain?
J'ai eu une émission l'autre fois dans une chaîne et j'ai été contactée par la ministre du Genre et Famille, que je salue en passant aussi, Excellence Gisèle Ndaya. Elle m'a reçue par rapport au petit projet qu'on avait. C'était de réhabiliter la maternité de camp Base Baramoto, c'est sur poids lourd. Il y a une petite maternité qui est là au camp, une petite maternité de 10 lits, où elle m'a suivi à l'émission et puis le bureau m'a appelé et on est en cours, on est en voie de réaliser, de réhabiliter plutôt cette maternité. Déjà, ça serait le premier bébé de la femme autonome. Bravo. Oui, dans ce sens-là, on est dans des préparatifs. D'ici là, j'aurai encore une émission sur ça. On va descendre sur le terrain, on va faire des petits travaux et tout. Et peut-être que je pourrai revenir encore sur le plateau pour parler de cela. D'où on a des petits projets, on écrit des petits projets pour le financement. Comment rendre la femme autonome dans l'exercice de métier, en fait. Comment elle peut coudre, comment apprendre les petits métiers, comment apprendre à lire, pourquoi pas. Il y a certaines femmes qui sont analphabètes, qui ne savent pas écrire, lire, ni calculer. Comment arriver dans ce sens-là. Si Larissa Tingoloko, présidente de l'ONG Femmes Autonomes, on espère que vous allez atteindre vos objectifs. Oui, on va atteindre notre objectif d'aider la femme défavorisée, la fille défavorisée qui est au coin, qui n'a pas de regard de la société, qui est rejetée. On a la lutte que cette fille-là se démasque, que cette fille-là soit heureuse, que cette fille-là soit épanouie, qu'elle savent s'exprimer, que son mari soit là ou pas. Parce qu'on a des cas, par exemple, la mort peut venir à tout moment. Mais si elle sait au moins c'est démerder des petits commerces et tout, déjà, ça serait une bonne chose. Aujourd'hui, on a des enfants, on a de jeunes filles qui prennent des enfants qui tombent enceintes à 16 ans déjà, dans des camps ou soit dans des milieux un peu beaucoup plus reculés. Ces jeunes filles-là, qu'est-ce que nous avons de projets par rapport à ces jeunes filles-là? Comment faire? Il faut des mesures, il faut savoir comment éviter des grossesses, comment on appelle, projet familial. Planning familial, c'est ça. Et puis les dépistages, parce qu'il y a certaines filles qui sont contaminées, qui ne savent même pas qu'elles ont les sida. Sensibiliser dans ce sens-là pour le VIH. Et puis, voilà, c'est un peu ça. C'est un projet où, d'ici là, on va faire des activités qui ne vont plus être dans le noir ou soit non télévisées, mais cette fois-ci, on doit être plus visuel, dans des petites photos, des vidéos, des émissions, pour faire entendre notre voix. De la même manière que vous encouragez la protection de ces femmes qui ont des enfants avec des hommes en dehors du mariage, il arrive aussi que des femmes se retrouvent en situation compliquée où elles ont commis un adultère et qu'elles sont mal vues dans la société. Quel est votre regard sur cette femme? Mon regard sur cette femme qui a commis l'adultère, par exemple, ça dépend de monsieur s'il va la chasser ou il va la retenir. Mais moi, mon regard est plus, c'est la femme. C'est la maman. Vous voyez? Vous encouragez que l'homme ait plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir 2, 3 hommes. Déjà, moi, je parle des Bantous. Je parle de Bantous, je parle des Africaines. On a notre culture. Mais vous savez que la culture africaine, parfois, elle diminue la femme. Elle ne lui donne pas forcément la place qu'il faut. Cette même culture-là, oui. De la même manière qu'on veut être autonome, indépendante, si on doit tout le temps se fier à la culture, on ne sera pas indépendante. Mais c'est la base. Moi, je suis contre qu'on diminue la femme. Mais de garder nos bases. Nos bases, c'est nos cultures. Nos bases, c'est nos coutumes. Nos bases, c'est nos religions.
Quand une femme sort un peu, quand elle est infidèle, on peut la lapider et la tuer. Ça, c'est la culture. Aujourd'hui, c'est révolu, même en Afrique. C'est révolu. Ça dépend maintenant du monsieur, ça dépend du mari. Il y a Le des regard, pratiques traditionnelles qui ont tué plusieurs femmes à l'époque. oui, à l'époque, mais c'est pas aujourd'hui. Ok. Ce débat, il est très compliqué. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. J'ai reçu pour vous Larissa Tengoloko. Elle est, je ne sais pas si vous êtes féministe, si vous êtes, je ne sais pas, je ne sais plus très bien vous situer, mais son combat est très complexe. De la même manière qu'elle milite pour l'autonomisation de la femme, de la même manière, elle protège une catégorie des femmes pas trop acceptées au sein de notre société par rapport au contexte actuel. Mais je vous propose quand même, pour celles qui peuvent, de la soutenir dans son combat pour l'autonomisation de la femme. Merci Larissa, à très bientôt. Merci Madame Fiza.